je pense que là, ils sont tous là, hein, a priori. Je crois. Super. Oh, quelle belle voix, j'adore. Ah, vas-y encore. Je crois. Oh, super, j'adore. Je pense qu'on peut l'applaudir également. Hein. Je pense qu'on peut applaudir également tous ceux qui sont là devant vous, tous ceux qui sont là. Allez, maintenant, double disparition. Disparition. Bien. Bien, rebonjour et merci de votre présence nombreuse. Donc, j'ai l'honneur d'être le modérateur de cette table ronde consacrée aux aides institutionnelles dans un contexte qui ne nous a pas échappé, qui est celui que nous vivons actuellement et qui, je pense, colorera très, très sensiblement nos discussions. Donc pour discuter de cette question de la place et du sens des aides institutionnelles dans l'économie de nos maisons d'édition indépendantes, nous avons le plaisir d'accueillir de ma gauche vers mon extrême gauche, donc Léonore de Nussac, directrice de l'Agence régionale du livre et de la lecture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est, je peux le dire, une complice depuis 2 ans au moins, puisque c'est avec Léonore que nous avons organisé les premières assises nationales de l'édition indépendante à Aix-en-Provence en février 2023. Ça fait exactement, très très exactement 2 ans. Et je m'arrêterai là, parce que sinon je pourrais dire tout le plaisir qui a été celui de travailler ensemble et qui se prolonge aujourd'hui, et ça, voilà, ça ajoute encore à mon plaisir. Charline Claveau, qui est vice-présidente culture, alors en charge de la culture, je lis exactement l'intitulé, en charge de la culture, des langues et cultures régionales et du patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Charline de votre présence. Pascal Perrault, directeur général du CNL, qui est j'aime à le rappeler tout le temps, notre maison, à nous tous, et dans laquelle nous devrions franchir les portes, et voilà, c'est notre maison à l'échelon national. Arnaud Travade, conseiller livre et lecture de la DRAC en DRAC Nouvelle-Aquitaine. Merci Arnaud. Et puis Sophia Bellan, conseillère livre et lecture en région Grand Est, voilà, qui se trouve, ça ne doit pas être un hasard, être ma région d'installation dans mon activité d'éditeur, puisque je suis ici au titre à la fois de directeur général de la fédération, mais aussi de directeur d'une maison d'édition. Et c'est à ces 2 titres que j'interviendrai, que je prendrai la parole, puisque nous nous étions donné une règle, c'est qu'à chaque table ronde, à chaque événement, intervienne un éditeur dans ses qualités professionnelles et dans son expertise du métier. Alors cette table ronde, on a convenu d'un découpage en 3 temps. Le premier de ces temps concerne la signification de ces aides. Signification entendue dans un sens large, à la fois leur place dans un contexte, dans un contexte législatif, d'où elles procèdent, quelles sont leurs fonctions profondes, et aussi d'une certaine façon, enfin pas d'une certaine façon d'ailleurs, et aussi dans leur signification symbolique. Qu'est-ce que cela veut dire que aider? Qu'est-ce que cela veut dire que d'être aidé? Et quels sont les enjeux qui découlent de cette dimension d'aide? Un deuxième temps portera plus spécialement sur la question de l'articulation des niveaux d'intervention des collectivités publiques ou du CNL, en l'occurrence ici aussi, à travers un dispositif que vous connaissez bien de nom au moins, mais peut-être moins dans son organisation, dans sa pensée, dans ce qu'il dirige son sens aussi, qui est le contrat de filière. Et donc on essaiera d'être le plus pédagogique. C'est vraiment mon souhait à travers cette table ronde, c'est de vous exposer avec la plus grande clarté possible l'intervention des différents échelons
et comment ces interventions sont pensées dans une direction efficiente. C'est-à-dire quels effets on attend du déploiement de ces dispositifs. Et puis enfin, dans un troisième temps, nous essayerons de nous projeter dans ce que j'ai appelé la prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Et là, bien évidemment, vous, public, vous apporterez votre pierre à l'édifice, peut-être en exposant, en exprimant ce qui vous semble être améliorable et comment on pourrait tous ensemble œuvrer à cette amélioration. Voilà, alors, pour débuter sur cette question de la signification de ces aides, Arnaud, tu m'avais fait passer un petit message en me disant, moi j'aimerais bien intervenir exposer dans un premier temps la dimension législative, c'est-à-dire en revenir au fondement. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci à la Fédération et à Dominique pour cette invitation. Je vous rassure, je ne souhaitais pas intervenir sur un propos liminaire pour rappeler le cadre législatif que tout le monde connaît bien et sans doute mieux que moi ici, mais simplement pour dire qu'avant de se poser ces questions que Dominique vient de se poser et qu'on s'est posées dans la préparation de la table ronde sur la typologie même et le sens qu'on met derrière les mots, subvention, soutien, aide, moi, il me semble que revenir à la question de l'intervention publique au sens large nécessite, dans le cadre spécifique du livre, de poser la question de la régulation, qui est un préalable d'une certaine manière à la manière dont nous intervenons tous sur nos aides. Et donc cette régulation, vous la connaissez, hein, elle est appuyée sur des grands principes et des grands moments de l'évolution législative. Évidemment, la loi sur le prix unique et puis ses différentes articulations, évolutions et les mises à jour dont elle a pu faire l'objet, notamment à travers la loi sur le droit de prêt. La législation spécifique en matière de taxes aussi, hein, la TVA réduite sur le livre, et puis un certain nombre d'interventions publiques qui sont peut-être plus indirectes et dont on a parlé pendant ces 2 jours. La question par exemple du poids des acquisitions des bibliothèques, qu'elles dépendent de l'État ou des collectivités territoriales, a un impact sur l'économie du livre qu'on a un petit peu de mal à évaluer finement, mais qui se traduit par des acquisitions et des achats auprès de l'édition, et puis par des droits de prêt reversés par la SOFIA. Donc moi, il me semble important, quand on réfléchit à la question de nos aides, de reposer le fait qu'on intervient dans ce cadre qui est déjà très réglementé et de se dire que l'économie du livre, ou le livre comme économie culturelle, est sans doute une économie qui fait l'objet d'une régulation avant de faire l'objet de subventions et d'accompagnement public. Alors, il y a un autre point aussi, évidemment, qui intervient dans cette dimension-là, c'est la question de comment ces aides s'articulent ou s'accrochent sur la question des compétences des collectivités. Et là, Charline, c'est évidemment toute votre place en tant qu'élu de rappeler aussi ces présupposés, enfin, ces fondements que sont les compétences des collectivités. Oui, bonjour à tous. Alors comme Arnaud, je vais faire un détour par le cadre légal puisque nous avons la loi NOTRe qui porte sur l'organisation territoriale et c'est dans ce cadre-là qu'il est dit que la politique culturelle est une compétence partagée par les différents niveaux d'intervention publique et j'aime à rappeler, surtout par les temps qui courent, qu'il s'agit bien d'une compétence partagée et non facultative parce que les débats récents ont vu, selon moi, un espèce de glissement sémantique de par les effets de contraction, évidemment, des budgets des collectivités, où j'entendais beaucoup qu'il s'agirait d'une compétence facultative et ce n'est pas ce que disent les textes. Et la deuxième chose, c'est que dans ces textes-là, en réalité, il y a peu d'indications sur qui doit faire quoi très spécifiquement.
En réalité, il y a une certaine souplesse dans l'intervention laissée par les collectivités notamment. Il est dit qu'elles doivent intervenir sur le soutien à la création, sur la diffusion, etc. Il y a quelques missions très spécifiques qui sont fléchées, je pense pour la région au service de l'inventaire par exemple, mais en dehors de ça, on reste quand même dans un cadre assez large, et je crois que c'est important de le rappeler parce que la responsabilité, elle est partagée. Et donc il y a un sens, et je ne vais pas développer beaucoup sur ce sens ici aujourd'hui, mais il y a un sens à ce que la culture soit une responsabilité partagée et que tout le monde doit y prendre sa part. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de notre région, nous choisissons de réaffirmer ce qu'est un service public culturel. Et je le dis parce que de la même manière, les mots qui ont été prononcés dans la période du débat budgétaire tendent à saper un petit peu les fondements de ce service public culturel et surtout ce sur quoi les aides publiques se fondent. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette ambition d'un égal accès à la culture et que, évidemment, les citoyens ne paient pas le coût réel d'un service public parce que s'ils devaient le faire, eh bien, nous serions peut-être bien moins nombreux à pouvoir accéder, que ce soit au théâtre, à la lecture, à la musique, etc. Donc ça, c'est vraiment les fondements, je dirais. Et ensuite, il y a quand même des usages qui se sont créés. Et pour ce qui est de la région, ces usages, on va dire, ou ces pratiques de politique publique, elles s'appuient aussi sur nos autres compétences. Et en l'occurrence, celles du développement économique, celles de la formation professionnelle, etc. Et donc, il est certain que les régions, aujourd'hui, agissent beaucoup à l'endroit de l'économie culturelle. Et il me semble important de rappeler que en fait, on ne parle pas de n'importe quelle économie, et c'est bien ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine l'entend. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une économie de prototype, quasi permanente. C'est cette idée intrinsèque au geste artistique d'être dans une nouveauté à chaque fois. Et effectivement, nos soutiens se pensent en fonction de ça. C'est-à-dire, ça a été d'ailleurs appelé par Esther Mérino mercredi soir en inauguration de ces assises, c'est-à-dire on soutient la prise de risque. Et c'est le sens, par exemple, d'une aide au programme éditorial, ou pour les éditeurs, j'entends, où on sait qu'il y a des livres qui n'auront pas de rentabilité immédiate, qui n'ont d'ailleurs pas forcément vocation à avoir une rentabilité, et c'est cette prise de risque-là, pour participer à la biodiversité dont on a tant parlé aussi lors de l'inauguration, que l'aide régionale et l'aide publique, elle est importante. Ensuite, il y a également une conviction, et ça a été rappelé par Maëlys Descazos, c'est le fait que ça vient nourrir la démocratie, et la démocratie au sens de la délibération, c'est-à-dire que c'est ce qui est mis en partage à travers les œuvres pour les citoyens. Et en ce sens, je crois que les livres participent très largement à cet exercice-là de démocratie, de délibération. Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a une entrée qui est une entrée plus territoriale, puisque nous sommes une collectivité territoriale, nous ne sommes pas le CNC, nous ne sommes pas non plus le ministère de la Culture. Et donc cette entrée territoriale, je crois qu'elle a deux endroits, c'est-à-dire c'est d'abord la reconnaissance de ce qu'une maison d'édition, par exemple, qui s'ancre dans un territoire, génère pour le territoire. Je parle évidemment d'économie induite, mais pas seulement. Je parle aussi de participation au dynamisme social et culturel d'un territoire. Et en ce sens, on a quelques beaux exemples. Et puis, il y a, et ça c'est plus diffus, et c'est un avis qui est très personnel et qui n'est pas très formalisé, mais c'est le fait que ça veut dire quelque chose, habiter un territoire. Et quand vous êtes un éditeur, quelque part, vous participez à choisir ce qui va être lu. Et donc, je crois que la contextualisation territoriale, quelque part, elle influe sur les lignes éditoriales qui sont tirées par les éditeurs, et également avec la proximité peut-être aussi aux auteurs, même si évidemment les éditeurs régionaux n'éditent pas que des auteurs régionaux. Mais je prends un exemple, on fête le centenaire de Marcel Delpastre, qui est une poète
qui a écrit en occitan, en français, qui est issu du Limousin, qui était d'ailleurs pâtre, comme on disait à l'époque, et le travail d'une maison d'édition qui s'appelle Le Chemin de Saint-Jaume a été un travail extraordinaire autour de cet auteur. Voilà, sans cette maison d'édition, peut-être qu'aujourd'hui, la poésie de Marcel Delpastre ne serait pas portée à connaissance comme elle l'est aujourd'hui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Merci. Alors effectivement, il y a cette question de territoire, mais nous y reviendrons dans le second temps sur les conventions territoriales, autrement appelées contrats de filière, puisque c'est dans cette dimension-là qu'elles s'inscrivent. Léonore, de ton point de vue, est-ce que tu pourrais nous livrer ta pensée sur la dimension symbolique, la signification profonde de ces aides, dans ce que j'ai essayé d'esquisser dans mon plan dans la présentation? Alors, merci pour l'invitation. Effectivement, je suis ravie de vous retrouver 2 ans après, beaucoup plus nombreux. Et bravo pour toute l'organisation. Je mesure très bien tout ce que ça représente. Et c'est formidable que la fédération se renforce. Je pense que c'est un outil indispensable et il faut tous se fédérer pour prospérer sur le long terme, car comme on le sait, ce sont des années et des années de travail qui pourront amener à ce que des chantiers qui sont tracés pendant les assises aboutissent. Alors moi, je voulais dire que je parle au nom de effectivement l'Agence régionale du livre, mais aussi de mes confrères et consoeurs des autres agences, autant que faire se peut, et puis de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture qui nous réunit. Je fais un tout petit rappel, pas de pub, mais pour dire que la FIL a un moteur des aides, on a dit qu'on ne faisait pas de catalogue, mais je me permets de vous suggérer de vous y référer, parce que j'entends trop souvent, c'est d'ailleurs dans l'étude du ministère, que l'information n'est pas claire. L'information est claire. Il n'y a pas de phobie administrative à avoir. C'est très difficile à entendre. Quand vous regardez le site du CNL, regardez le site des collectivités, en fait, on trouve l'information. Et il y a beaucoup de gens pour vous renseigner. Alors, pour rappel, les agences sont aussi issues des politiques publiques, en général d'un mariage des DRAC et des régions. Ce qui nous caractérise, on va dire, c'est que, en général, nous n'aidons pas financièrement, sauf exception, mais nous accompagnons à la fois les financeurs et les professionnels, et aussi toute la chaîne du livre, ce qui nous rend quelquefois un peu schizophrènes. On essaie de ne pas être neutre, mais d'être engagé, et puis pas tout à fait épuisé. Voilà. Ça nous donne une position à la fois d'observation, de valorisation, de conseil, et un regard multidimensionnel, puisqu'on peut comprendre les difficultés des financeurs et les difficultés du terrain, et les difficultés de tous les maillons de l'écosystème. Et c'est assez difficile finalement de tout faire coïncider. Il faut beaucoup de dialogue et de patience. Alors, Arnaud l'a rappelé, je ne savais pas. Alors c'est bien parce que j'ai 10 pages et là je vais en avoir un petit peu moins parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Dans ce que n'a pas rappelé Arnaud, je me permets de citer un acquis révolutionnaire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 11 qui nous situe quand même tous aujourd'hui, qui est la liberté d'expression et ses limites. Je cite cet article, je ne peux pas résister. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On l'étudie en 4e. Je crois que c'est toujours intéressant. Et puis, bien sûr, l'exception culturelle qui caractérise notre pays. Et enfin, le Code de la propriété intellectuelle qui réglemente le contrat d'édition. Et tous les établissements publics formidables que nous avons en France, comme le Centre national du livre, la Bibliothèque nationale de France, dans un autre registre, la SOFIA, et un grand nombre d'organismes professionnels qui forment un écosystème formidable qui bénéficie à l'édition indépendante et non pas que les aides directes dont il est plus question aujourd'hui, mais je pense qu'il faut s'en souvenir et c'est pour ne pas avoir de, je ne sais pas si Urbs est là, on est joyeux de tout ce qui se passe quand même, il faut se le rappeler, ne pas trop se plaindre tout le temps, mais plutôt essayer d'améliorer ce qui existe. Alors effectivement, on se situe dans un moment complexe.
Et on sent parfois un vent mauvais pour la culture, voire pour le vivre ensemble dans son intégralité, le sport, l'égalité homme-femme, l'éducation aux médias, etc. Mais parallèlement, il y a aussi des mouvements et des idées très enthousiasmantes, je vais dire en particulier sur l'écologie, qui est à mon avis la mère des batailles, puisque c'est la science qui étudie les interactions, les milieux de vie qui forment nos écosystèmes. Donc on a de quoi être inquiet et optimiste. Au moment de, ce sont finalement des vrais choix de société, mais on a de quoi être inquiet parce qu'on entend quand même, donc je suis très contente que vous soyez là, et, plutôt que les Pays de Loire, effectivement, parce qu'il y a c'est une vraie bataille idéologique, c'est pas la peine de s'en cacher. Bref, quand je pense que les rencontres de l'édition indépendante devaient être accueillies à Nantes, éventuellement, c'est bon. Bref, vous avez parlé de ce problème de compétences partagées ou facultatives. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas bien définies et que, quand même, il y a des politiques entières qui peuvent être rayées. Donc moi, je voulais rajouter sur pourquoi aider. Vous avez dit beaucoup de choses. Je voulais rajouter qu'il y a une dimension très humaine, le rôle des personnes, le rôle des engagements, la résistance peut-être des zones à la pression, à la tutelle, à la hiérarchie dans les collectivités, c'est très important. Et une part de sensible aussi, qu'il est un peu difficile à cerner. Et une part de puissance. Aider, c'est aussi peut-être parfois refuser d'être aidé soi-même, ou voilà, tout ça est un peu à comprendre je dirais en filigrane de tout ce qui nous anime. Même les institutions ont un besoin de légitimation. Il n'y a pas que nous, que vous, de soutenir des projets qui peuvent être aussi valorisés et permettre de défendre une politique entière. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et il ne faut pas oublier que quelquefois on soutient par habitude. Et ça veut dire qu'au moment où quelquefois il y a des bourrasques, si on n'est pas prêt à défendre, à expliquer pourquoi il y a une politique publique, on est moins armé. Voilà. Et donc pour les éditeurs, il me semble, mais peut-être Dominique, tu le diras mieux que moi, mais effectivement, il y a la prise de risque qui est native de vos métiers et qui est d'ailleurs le fondement du Code de la propriété intellectuelle. Il y a pour vivre, tout simplement, et l'étude de la Fédération l'a montré hier. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est ce qui fait la différence entre avoir un niveau d'eau là ou là. Donc c'est vraiment très très important, même si les situations sont très hétérogènes. Ensuite, vous avez, vous, effectivement, une symbolique de la reconnaissance pour obtenir une place pour sa maison d'édition dans un paysage culturel et non simplement économique. C'est une distinction, bon, ça ne va pas tous vous plaire, mais on a quand même une fierté d'avoir le logo du CNL, d'avoir une aide, c'est d'être reconnu, de devenir visible au sein d'un réseau. Voilà, donc peut-être en conclusion de ce contexte très contrasté, je dirais qu'il faut qu'on se souvienne que pour moi, c'est ni un droit d'être aidé, ni une obligation pour une collectivité tout à fait, même si c'est partagé, on va y revenir. Je crois que mais Charline une nécessité économique qui va bien au-delà, vous l'avez répété, une nécessité intellectuelle et démocratique. C'est pourquoi je pense qu'il faut aller au-delà de la somme des intérêts individuels et penser système. Que chacun ne revendique pas de son côté la défense de son dossier, mais que ce soit l'heure de nouvelles alliances ou d'alliances renouvelées, renforcées dans les méthodes avec les institutions et non pas contre elles, avec l'interposition et avec d'autres secteurs, on en parlera, en revoyant les modes de coopération, et ce qui demande voilà, beaucoup de clarté, de détermination et de temps. Merci. Merci Léonore. Oui, j'ai vu Charline réagir sur la question des compétences. Et puis on ne va pas s'étendre non plus trop sur ce sujet, mais effectivement, la sidération qu'a produit l'effet Pays de Loire, et nombreux de nos confrères, consoeurs présents dans la salle en sont meurtris et affectés dans leur activité. Qu'est-ce qui a autorisé, là en la circonstance, cette situation? Qu'est-ce qui a permis cette situation? En fait, je réagissais parce que depuis quelques années, la question de la compétence partagée, qui a été souvent critiquée pour sa complexité, et on le sait, pour les acteurs, c'est pas simple, il faut répondre à des attendus différents, etc. De plus en plus, moi, m'apparaît comme un rempart en réalité.
C'est-à-dire que parce qu'on a des financements croisés, s'il y a un basculement vers des forces politiques qui ne respectent soit pas l'état de droit, soit ont un logiciel très libéral, et j'y reviendrai, alors les financements croisés permettent de ne pas détruire le soutien à un opérateur culturel complètement, parce qu'il y a d'autres niveaux qui peuvent prendre le relais. Moi, je sais que si demain, par exemple, il y a un désengagement de l'État parce que le gouvernement passe à l'extrême droite, la région ne se retirera pas des financements. J'essaie de dire que les financements croisés, quand même, malheureusement, quand il s'agit d'organiser le pessimisme à venir, peuvent éventuellement être un rempart. Je ne dis pas que c'est la solution, je préférerais qu'on soit dans une autre logique. Pour ce qui est de la compétence partagée, il y a deux choses. Il y a ce qui s'est passé en Pays de Loire, où là, pour ma part, j'estime qu'effectivement, il y a eu une posture idéologique dans un logiciel extrêmement libéral, où effectivement, petit à petit, on détruit et on mine ce que peut être la puissance publique dans ses différentes interventions, et les services publics en général. Donc c'est ce vers quoi on avance. Et il y a ensuite eu des situations où, tout simplement, il faut les moyens de la compétence. J'entends par là faire un détour parce qu'est la réalité de la décentralisation en France, et pour ce qui est, par exemple, de la région, et c'est vrai pour un certain nombre de départements, aujourd'hui, nous ne décidons pas de notre fiscalité. La moitié de nos recettes relèvent de décisions de l'État. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas cette autonomie fiscale aussi. Donc, quelque part, quand vous dépendez de décisions de l'État et que vous êtes dans un gouvernement qui a développé une stratégie, pardon de faire ce détour-là, mais et de faire un peu de politique quand même, de faire une stratégie qui a été d'abaisser les dispositifs fiscaux pour libérer la croissance, et qu'en fait, on se rend compte qu'après quelques années, les résultats ne sont pas si attendus, donc on va abaisser les dépenses publiques, ça pose un problème aussi des moyens laissés à la puissance publique. Et je le dis parce que c'est quand même le déficit budgétaire dont on parle aujourd'hui, c'est avant tout un problème de recettes. C'est comme ça que ça a été analysé, et je crois que ça fait consensus aujourd'hui, et que finalement les dépenses publiques, elles ont assez peu progressé pour nourrir le déficit. Donc ce que je veux dire, c'est que la compétence, encore faut-il qu'elle puisse être exercée avec des moyens qui vont avec, et on a des départements qui aujourd'hui doivent choisir entre verser le RSA ou continuer à mener une politique culturelle. Donc je pense qu'il faut s'interroger aussi sur cette réalité-là de la décentralisation en France. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr. Merci pour ces éclaircissements. Alors, là où les choses peuvent s'articuler dans la façon la plus harmonieuse qui soit, et c'est comme ça, je pense, que le dispositif a été pensé, c'est le contrat de filière, le contrat de territoire. Donc nous en venons à ce deuxième temps de notre table ronde, avec la volonté exprimée depuis, que j'entends depuis plusieurs années déjà de la part de nos membres, d'avoir une explication claire, pédagogique, sur la façon dont le contrat est pensé, construit, articulé dans ses différents niveaux, et avec, je dois le dire tout de même, la remarque qui est récurrente de la non prise en considération des éditeurs, de la part édition, par le CNL, dans ses contrats de filière. Voilà. Donc là, évidemment, Pascal, nos regards se tournent vers vous. Et puis que les uns et les autres, les différentes, Sophie, Arnaud, vous expliquiez aussi, vous exposiez comment vous travaillez les uns les autres, et quelle stratégie il y a derrière, même si j'ai cru comprendre que cette dimension stratégique, c'est une dimension que vous vouliez faire monter en puissance dans l'évolution des contrats de filière. Merci d'abord pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, cette question n'est pas dénuée de tout lien avec la première que vous avez posée aux intervenants, les compétences respectives. Comme vous le savez, le Centre national du livre est un opérateur du ministère de la Culture, un peu le bras armé, si on veut, du ministère de la Culture pour les aides publiques à la chaîne du livre. Et donc en cela, on poursuit les deux objectifs du ministère qui sont, si je veux schématiser, le soutien à la diversité de la création
et faire en sorte qu'il y ait un accès à la culture le plus large possible au plus grand nombre. Alors, une fois qu'on a posé ces deux objectifs, il s'agit de savoir comment on les réalise du mieux possible avec nos partenaires, sachant que, comme l'a indiqué Charline Claveau tout à l'heure, la loi NOTRe fait de la culture une compétence partagée. Partagée, ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose. Alors, Dominique m'avait bien dit de ne surtout pas faire un catalogue de nos aides, mais comme je sais qu'il y a eu quelques questions posées aussi hier, je me permets d'y répondre au passage. Le Centre national du livre accorde à peu près 5 millions d'euros d'aide annuelle à l'édition. Nous aidons, mais ce qui est important de bien percevoir, c'est que 90% de ces aides sont des aides à des projets d'ouvrage. C'est-à-dire que nous soutenons la diversité de la création, nous soutenons en particulier les maisons d'édition indépendantes, bien représentées dans cette salle. Nous soutenons des ouvrages parce que les éditeurs prennent des risques sur des livres qui ne vont pas forcément trouver un équilibre économique. Nous soutenons beaucoup la traduction parce qu'il est important aussi de faire connaître aux lecteurs français la littérature étrangère. Nous soutenons le livre audio parce qu'on constate que beaucoup de jeunes, notamment aujourd'hui, abordent la littérature à travers le livre audio. Et donc il est important d'avoir une plus grande bibliodiversité, comme on dit. En France, nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne en la matière. Et puis nous aidons aussi la promotion et la diffusion, en particulier des maisons d'édition indépendantes. Mais cette partie-là, c'est 10% de nos aides. Alors pour les 90% d'aides dites à la création, nous avons besoin de commissions d'experts, parce que nous ne sommes pas éditeurs, on n'a pas la légitimité pour dire qu'il faut aider tel livre plutôt que tel autre seul. Donc nous avons 300 experts qui se réunissent 3 fois par an au CNL. Évidemment, ces commissions d'experts, nous ne pourrions pas les dupliquer dans chacune des régions. Et donc sur ces aides, il est important de leur conserver une dimension nationale, d'autant que sur le soutien à l'édition, nous sommes moins, de notre point de vue, évidemment, je comprends tout à fait que les collectivités n'aient pas le même point de vue, c'est ce qui fait la richesse de nos regards croisés sur ce sujet. Nous n'avons pas la même problématique de maillage territorial pour nous qu'on peut rencontrer sur la librairie. La librairie, évidemment, qu'on aborde notamment dans le cadre de ces conventions territoriales, très largement avec la région et la DRAC. Là, nous sommes sur l'accès du plus grand nombre à des livres neufs en tout point du territoire. Donc là, le maillage territorial est très important. Quand il s'agit d'une aide à la création, donc sur la qualité d'un projet, je dirais, peu importe que l'éditeur soit à Dunkerque ou à Marseille. C'est-à-dire qu'on est sur une logique de la qualité de l'ouvrage et ensuite de sa diffusion. Alors évidemment, encore une fois, ça c'est le point de vue du CNL, d'un point de vue de la politique nationale. Mais en tout cas, les commissions qui se réunissent chez nous n'ont pas le critère territorial de la maison d'édition dans leur critère d'évaluation. Donc ça, c'est important. Et puis par ailleurs, évidemment, donc même si, je le redis, même si la loi NOTRe nous donne une compétence partagée, on doit être vigilant sur le fait de ne pas doublonner nos compétences. Sur les maisons d'édition, pour nous, quand il s'agit de faire monter en puissance des maisons d'édition au niveau régional, au début de leur existence, ça relève plus du soutien économique, culturel des collectivités qu'au CNL au titre de sa diversité de la création. Donc voilà pourquoi si nous sommes très attentifs à ces contrats de filière ou ces conventions territoriales, nous n'avons pas souhaité à ce stade intégrer cette dimension, mais on travaille quand même à une bonne articulation. Je pourrais y revenir. Oui, l'articulation, je pense qu'elle va être précisée, exposée. Mais donc là, aujourd'hui, à cette heure, à cette minute, l'obstacle à intégrer le volant éditeur dans la part du CNL du contrat de filière repose sur cette considération de la territorialisation, et on vous a bien entendu Pascal, et d'ailleurs Régine Chandeau nous l'a exprimé à plusieurs reprises, un éditeur qui travaille à Bordeaux, il pourrait faire le même travail à Marseille. Et c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'a pu exprimer Charline il y a quelques minutes. Et c'est là où finalement on est
voilà, on est un petit peu... voilà. Et par ailleurs, nous savons tous que libraires sont donc éligibles à ce contrat, à la fois sur le versant CNL et aussi sur les aides régionales. Je peux compléter peut-être juste sur ce point. Sur la librairie, par exemple, nous soutenons aussi une offre de libraires indépendants, de qualité, pour lesquels nous regardons la qualification professionnelle des libraires, la qualité de leur offre, de leurs références, le bassin dans lequel ils évoluent. Donc nous avons une aide nationale. Nous sommes là relativement exigeants sur les projets des libraires. Et puis, nous avons, pour les librairies qui sont de taille un peu moins importante pour nous, qui ne répondent pas à notre dispositif d'aide nationale, nous avons souhaité travailler, pour le coup, avec les DRAC et les régions pour soutenir d'autres libraires qui, eux, ont un vrai intérêt, un vrai impact en termes de maillage territorial et de public. Et donc là, ça prend tout son sens, en fait, que nous ayons un guichet unique, en quelque sorte, et que nous ayons un échange nourri pour savoir quel libraire aider. Donc nous avons des 4 à 5 comités qui se réunissent annuellement pour examiner les dossiers de ces libraires. Pour autant, sur les éditeurs, donc nous ne faisons pas bourse commune, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que nous ne nous consultons pas et que nous ne cherchons pas à avoir une bonne articulation de nos soutiens. Et donc la dernière génération des conventions territoriales prévoit une gouvernance. Nous avons fait des diagnostics territoriaux, donc là particulièrement nourris et précis d'ailleurs pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ces diagnostics territoriaux nous donnent une vision complète de tous les soutiens et donc à la filière du livre et des acteurs de la chaîne du livre implantés dans les territoires. Donc nous avons une photographie très claire et nous allons nous réunir périodiquement à mi-parcours, on va dire, donc pour avoir un échange avec les DRAC et les régions pour vérifier par rapport aux objectifs qu'on se donne, que les dispositifs sont efficaces pour ceux qu'on gère en commun et bien articulés pour ceux qu'on gère indépendamment les uns des autres. Merci Pascal. Pour ma part, en tant qu'éditeur installé dans un territoire, je me suis toujours considéré, c'est même d'ailleurs ce qui fonde absolument mon choix de m'installer dans un territoire, comme un acteur territorial à part entière, avec tout ce que ça veut dire derrière en termes d'animation, de sensibilisation à mon voisinage, de ce que ça veut dire que d'être éditeur dans un petit village de 69 femmes au cœur des Ardennes. Je peux vous dire que ça signifie quelque chose, quoi. Donc, voilà, mais c'était... Et alors, écoutons peut-être maintenant, j'aimerais bien entendre Sophie sur l'appréhension du contrat de filière en région Grand Est et ta perception de l'articulation de ces différents niveaux. Alors, moi, du coup, tu m'as présenté comme conseillère livre et lecture. Ça, c'est la sémantique propre à la DRAC, ce qui est très joli. Au niveau des régions, on est chargé de mission. Et je précise ça, moi, je peux être appelé n'importe comment, c'est pas un souci. Mais chargé de mission, c'est chargé de mission publique, en fait. Et ce qu'a dit Madame Claveau, c'est aussi ça le rôle des régions. Enfin, il y a un exécutif politique, mais c'est pour mettre en place un projet de service public. Et ça, moi, on y suis très attaché. Tu disais aussi, Dominique, subvention, aide, dispositif. Il y a un papier de cigarette entre tous ces mots, en fait. C'est du technique, technocratique. Mais si on revient aussi à l'idée de subvention, une subvention, c'est accompagner un projet qui sert l'intérêt général, pour schématiser. Et là, je crois qu'en fait, en disant ça, on a à peu près répondu à la question du pourquoi les aides, en fait. Dans les années 80, 90, on disait les aides, ça met sous perfusion les gens, comme si les gens étaient malades et qu'il fallait et que quand on débranchait, enfin voilà, cette sémantique à un moment donné, elle était travaillée.
Moi, je crois, enfin j'espère en tout cas, et je pense que c'est partagé au niveau de la table, qu'on en est un peu revenu, qu'une subvention, ça accompagne des projets qui servent l'intérêt collectif, et en ce qui concerne une région, les habitants du territoire de cette région. Et du coup, on considère que les éditeurs, en étant situés, ils se trouvent là en Grand Est ou ailleurs, c'est pas un siège social en fait. Nous, dans le règlement, on a tenu à écrire éditeur vivant, siège social et vivant en Grand Est, travaillant en Grand Est. En fait, sinon, c'est des boîtes aux lettres et puis voilà, c'est la chasse aux subventions et ça dévoile le système. C'est un acteur qui travaille sur un territoire et enfin, on pourrait citer les exemples, mais Dominique ne ferait pas les mêmes livres qu'il fait à Suzanne, qu'il a fait à Lille, etc. Parce qu'il se trouve qu'il est dans les Ardennes, qu'il a rencontré le directeur de la BDP des Ardennes, qu'ils ont développé un projet sur d'hôtel parce qu'il est des Ardennes, etc. Mais tout ça, pour revenir sur la question de subvention, en fait, si on exclut Pays de la Loire, il y a 12 régions qui continuent à soutenir les éditions indépendantes. Et encore une fois, les papiers de cigarettes, ça marche aussi. Malgré la couleur politique et des régions dirigées ou par la gauche ou par la droite et des colorations de droite différentes, je me permets d'être clair là-dessus, si on compare les 12 règlements d'aide à l'édition, des tournures de phrases, des manières d'aborder les choses, mais il y a un vrai consensus, en fait, je crois, au niveau national, si on compile ces règlements d'intervention, sur l'idée de soutenir les éditeurs indépendants. Et c'est la même chose pour la librairie. C'est-à-dire que je pourrais vous faire des comparatifs en Nouvelle-Aquitaine, ils font ça, en Grand Est, en Hauts-de-France, parce qu'on se parle entre régions, en fait. Et c'est extrêmement riche, que ce soit au niveau technique ou au niveau de régions de France, au niveau politique. Il y a 12 régions françaises qui ont choisi d'accompagner les libraires indépendants et les éditeurs indépendants. Et on ne se pose plus la question de pourquoi on aide à sortir des bouquins qui, sans argent public, ne sortiraient pas ou sortiraient moins bien, moins maquettés, avec un tirage moins important, sans communication, sans promotion, sans avaloir, etc. Donc on est très attaché à ce que ces soutiens, ça aide à passer des caps ou à faire mieux ou à faire tout court ce que vous ne pourriez pas faire sans soutien public. C'est de l'argent public, c'est comme pour les médiathèques, les écoles, les hôpitaux, ça soutient l'intérêt général. Donc il faut qu'on sorte un peu, je pense, du pourquoi la subvention, elle est là pour accompagner des projets. Si vous ne souhaitez pas être accompagné par des subventions, comme disait Léonore, il y a une totale liberté. Et je m'inscris en faux, mais alors là, je vous prouverai par A plus B que les dossiers ne sont pas durs, ça fait 4 pages, c'est un dossier Word. Vous avez des interlocuteurs techniques qui sont là pour vous accompagner, les agences, les associations. Si on cumule le nombre de personnes en fait, qui sont là pour accompagner les éditeurs, c'est quand même pas mal et on peut aussi se réjouir de tous ces personnes qui sont là dans le même bateau en fait. Les régions ou les DRAC, c'est pas là pour mettre des barrières en fait, des empêcheurs de tourner en rond, de publier ce que vous voulez publier, de vous compliquer la vie. On est là pour vous passer les bouteilles d'eau dans votre course d'endurance pour sortir un bouquin. Et pour répondre du coup à la question des contrats de filière, c'est à la fois quelque chose de technique, de technocratique, on peut dire entre eux ils s'amusent bien dans leur bureau à faire des contrats de filière, à faire des conventions opérationnelles, d'applications financières, etc. Mais ça c'est un outil, c'est un moyen de se mettre autour de la table et de parler. Parce que personne autour de la table a fait le choix que ce soit des compétences partagées. C'est un état de fait, c'est une richesse, parce qu'on travaille tous dans le même sens. Et les DRAC, les régions, c'est pas la même boutique, et j'inclus l'État évidemment avec le CNL, mais c'est les mêmes objectifs de mission de service public, avec des enjeux différents, des manières de l'aborder, des subtilités. Donc le contrat, c'est une manière, c'est une accélération, moi je le vois comme ça, une accélération pour s'obliger à se mettre autour de la table et parler ensemble, parce qu'on a un outil, ensemble. Alors après, c'est des mécanismes un peu flous. On est aussi là pour répondre aussi aux questions un peu de transparence, aussi de comment les choses se font entre nous, d'enveloppe partagée. C'est le cas pour la librairie, et c'est pas du tout le cas pour d'autres dispositifs. Et ce qui est intéressant à signaler aussi à l'auditoire, c'est autant je vous ai dit sur l'aide à l'édition indépendante, 12 régions font à peu près la même chose, avec des budgets différents, mais je pense qu'il y a une vraie cohérence nationale de soutien à l'édition indépendante là-dessus, déclinée sur 12 régions. Autant les contrats territoriaux sont vraiment hyper différents sur les régions qui l'appliquent. Que ça soit, il y a un historique, des questions de personnes, parce qu'il ne faut pas non plus écarter cette dimension de portage, d'investissement, d'engagement, comme disait Léonore, et aussi de choix politiques. Et je trouve finalement cette articulation entre des consensus de soutien, de subventions directes
et ces colorations territoriales très différentes assez riches. Merci beaucoup, Sophie. Arnaud, côté DRAC, comme on dit. Côté DRAC, dont il faut rappeler que c'est l'action de l'État et qu'il y a un vrai enjeu de penser en complémentarité et en articulation l'action déconcentrée de l'État sur un territoire, qui est le territoire de la région, des actions qui sont pensées dans une vision plus nationale par le CNL, et donc qu'on soit sur tel ou tel objet ensemble dans le cadre des contrats de filière, on a toujours cette préoccupation de l'articulation de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, évidemment, je ne vais pas revenir, ça a été dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une politique déconcentrée du livre et spécifiquement sur l'édition indépendante? D'une part parce qu'on ne fait pas les mêmes livres partout, je crois que ça a été dit, c'est extrêmement bien dit. On ne fait pas le même métier exactement de la même manière où qu'on soit, on n'a pas le même écosystème, on n'a pas les mêmes collègues selon la région où on est implanté, on n'a pas la même structure régionale du livre qui apporte les mêmes accompagnements, on n'a pas les mêmes acteurs de la chaîne du livre, et donc il y a un vrai enjeu à ce que... Il y a vraiment cet enjeu à penser une action de l'État qui soit au plus près des réalités du territoire et de vos réalités en tant qu'éditeur. Et donc ça se traduit en effet dans ces contrats de filière dans lesquels les DRAC conventionnent avec les régions sur les différents objets. Moi je reviens sur cette question de compétences partagées. Je pense qu'on peut vraiment parler de responsabilité partagée à l'égard des politiques culturelles et à l'égard des acteurs, et puis de responsabilité partagée exercée aussi avec les acteurs. Et je pense que les contrats de filière, ce sont des outils techniques, ce sont aussi des outils de dialogue entre nous et avec la filière dans ces différents maillons et dans la différente capacité que vous pouvez avoir à vous représenter auprès de nous pour un dialogue et une concertation dont on reparlera peut-être, mais je pense qu'elle est particulièrement importante. On conventionne entre nous, mais par responsabilité envers la filière. Concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit par des dispositifs qui sont portés ensemble, avec le souhait, et je pense que c'est vraiment le cas dans la majorité des cas, d'être source de simplification. Vous avez un dossier à faire au lieu de 2 ou 3. Vous avez, dans le cas qui nous concerne, mais dans la plupart des régions, une structure régionale du livre qui vous accompagne. Et vous avez un écosystème qui est pensé globalement. Moi, je voulais aussi insister sur le fait que les aides qui sont apportées dans le contrat de filière, elles sont largement liées aussi aux politiques qu'on mène sur l'ensemble du champ de la lecture, mais spécifiquement avec les structures régionales du livre. C'est-à-dire qu'elles sont indissociables de l'accompagnement qui peut exister par ailleurs auprès des éditeurs, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'accompagnement plus individualisé, que ce soit en termes aussi de valorisation de ce que vous faites dans la région. Donc ces contrats-là, ils permettent vraiment de réfléchir ensemble à articuler les crédits. Et je pense que c'est une question de méthode, mais que c'est, à mes yeux, une bonne méthode. Et je le dis d'autant plus que j'ai très peu participé à leur construction. Je suis là depuis 2 ans et demi. J'ai découvert cette mécanique qui est plutôt très bien rodée à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine entre la DRAC, la région, le CNL et l'agence, qui est signataire en région Nouvelle-Aquitaine du contrat de filière. Et les actions d'accompagnement de l'agence font partie du contrat de filière en tant que tel, c'est-à-dire de ce qu'on apporte à la filière. Et ça aussi, je crois que symboliquement et professionnellement, c'est plus qu'important. Et donc, ces mécaniques de dialogue, elles sont vraiment importantes au moment aussi où les questions de crédit se posent, où les dissensions politiques peuvent exister, parce que quand on a exercé pendant 20 ans une responsabilité partagée de manière très concrète, auprès des acteurs, dans des commissions, on se pose sans doute différemment la manière de l'impact des choix qu'on a les uns par rapport aux autres et par rapport à la filière. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important de le souligner dans une dimension plus politique de ce qu'est le contrat de filière. Puis je termine simplement par parler un peu du contrat de filière Nouvelle-Aquitaine. Nous, on se positionne, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, aux côtés de la région sur un dispositif qui s'appelle le soutien au développement des structures éditoriales. On n'est pas dans un accompagnement à la publication ou à la parution, dans cette volonté d'articulation avec la politique qui est menée au niveau national par le Centre national du livre. Donc on a vraiment cette complémentarité.
On a fait le choix d'avoir un dispositif comme ça très large. On pourrait avoir cloisonné, ça existe dans certaines régions, l'aide à l'achat informatique, l'aide à l'emploi. On a souhaité avoir un dispositif très large parce que ce qu'on accompagne, en fait, c'est une stratégie. Alors on ambitionne en tout cas de ne pas vous accompagner à acheter un ordinateur uniquement, mais à développer une stratégie dans du long terme, ce qui fait qu'on a bien sûr des règlements précis avec des conditions d'accès aux subventions publiques dont on est redevable et qui sont très écrites, mais que ce qui nous intéresse derrière, c'est l'accompagnement au long cours de projets de développement. Et là aussi, il y a, je pense, une articulation avec ce qui est fait au niveau national. Et voilà. Merci Arnaud. De toute façon, moins c'est cloisonné, plus c'est ouvert, plus c'est pensé dans une dimension développement, enfin aide au développement d'un projet au sens très large du terme, et mieux ça vaudra, toujours. Ça, alors il y avait plusieurs dans l'ordre. Non, moi, je veux juste bien dire un mot et je me mets à votre place, je vois bien les dessins de Urbs. En réalité, il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu trompeur parce que ça s'appelle contrat de filière, mais ça, selon les régions, ça n'est pas toujours un contrat de filière. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, les éditeurs ne sont pas dans ce contrat de filière, c'est exclusivement la librairie. Et qu'effectivement, il y a eu des historiques différents selon les régions, je dirais peu importe. Je ne suis pas certaine qu'il faille se noyer avec ça. Le terme est trompeur et parfois ce sont des juxtapositions. Alors qu'au départ, il y avait un effet aussi intéressant qui était de dire 1 euro pour 1 euro. C'est un système de politique publique que vous connaissez peut-être. L'État a des effets leviers. Il dit ben, moi je mets 1 euro et hop, la région met aussi 1 euro. Donc ça multiplie par 2. Et ça s'est un petit peu perdu, je dirais, par rapport à l'essence de ces contrats de filière. Deux points rapidement, c'est le fait de marcher sur 2 pieds. C'est-à-dire vous êtes souvent, vous les éditeurs, vous êtes souvent en demande de là, immédiatement, j'ai besoin, maintenant. Et il y a aussi, me semble-t-il, une visée des politiques publiques, services publics, qui est d'accompagner sur du plus long terme, d'avoir une vision, d'accompagner les transitions, de faire de la recherche, hein, de l'expérimentation de modèles, d'autres choses. Et ça, je pense que ça nous interroge parce que quelquefois, il y a des enveloppes qui sont dédiées à cette recherche et qui ne sont pas utilisées. Et ce qu'il faut que vous sachiez, vous les éditeurs, enfin vous le confirmerez, c'est que parfois quand il y a des enveloppes sur des dispositifs, bah, si elles ne sont pas utilisées, elles disparaissent. Il y a une règle d'annualité budgétaire, il y a voilà, non, voilà, où il y a d'autres choses qui sont essayées. Oui, mais le fait de ne pas être en capacité ensemble de se projeter, ça pose question. Je voulais simplement le redire, et parfois des enveloppes qui ne sont pas dépensées, pour être très rapide. Alors, je vais proposer à Pascal d'intervenir. Moi, j'ai juste entendu, tu as parlé de juxtaposition. Moi, j'ai entendu dans nos conversations que j'ai eues pour préparer cette table ronde, j'ai entendu bière à 3 bandes. Et donc, ça m'a évidemment questionné. Et la vraie question, c'est de savoir comment se réalise la coopération, la véritable coopération. Justement, ça c'était relié à ce que je voulais dire. Avant de dire, je tenais à dire que sur nos dispositifs nationaux, le but d'un dispositif national, justement, c'est d'assurer une équité territoriale complète, quelles que soient les orientations de telle ou telle région, telle ou telle collectivité. Nous avons la même politique sur l'ensemble du territoire. L'année dernière, nous avons aidé, par exemple, 340 maisons d'édition sur l'année. Les 3/4 étaient des maisons d'édition indépendantes et 63%, pour être précis, avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Donc c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que nous aidons tout type de maisons d'édition. Et ce n'est pas parce que nous sommes au niveau national que nous aidons les grandes maisons. C'est plutôt l'inverse, puisque nous soutenons la prise de risque. Voilà, pour cette petite parenthèse. Sur l'articulation des aides, pour répondre à la question de Dominique, c'est une question qui est importante, parce que je ne voudrais pas laisser penser que notre seule articulation réside dans les conventions territoriales ou les contrats de filière, peu importe comment on les appelle. C'est un élément très important, notamment avec les collectivités, parce que là pour le coup, c'est vraiment le lieu de cette concertation. Mais avec les DRAC, naturellement, nous sommes très étroitement articulés. Même les dispositifs nationaux, quand nous aidons une manifestation nationale,
nous aidons 100 festivals à travers la France chaque année, nous recueillons toujours l'avis systématiquement de la DRAC, de la même manière pour des résidences d'auteurs. Donc il y a un certain nombre de dispositifs nationaux qui ont une dimension d'aménagement culturel du territoire qui est forte. Dans ces cas-là, on a une articulation étroite avec les DRAC qui ont un accès d'ailleurs à notre système d'aide qui leur permet d'avoir les informations sur tous nos soutiens. Donc c'est important de le dire, c'est-à-dire que nous sommes étroitement articulés. Alors évidemment, c'est pour les régions, là pour le coup la convention territoriale est importante, mais là c'est pareil, il ne faut pas s'arrêter à ce que l'on gère en commun. Il y a aussi les discussions qu'on peut avoir et une gouvernance qui était insuffisante par le passé, mais qu'on souhaite dans cette nouvelle génération de contrats de filière étendre au-delà de dispositifs que l'on gère en commun. Et les diagnostics territoriaux qui ont été faits, encore une fois, l'année dernière, répondent à cela. Et il s'agit de faire vivre le flux d'informations pour qu'on soit tous plus pertinents dans nos interventions en cours d'année. Vous vouliez... Oui, quelques mots sur le contrat de filière. Bon, il y a des évolutions, puisque ça fait maintenant 10 ans que ce contrat, dans la forme actuelle, on va dire, a été signé, et on essaie à chaque fois d'améliorer, et les évolutions sont notables. Ce qui demeure, c'est quand même de quelle volonté est née, enfin avec quelle intention est né ce contrat de filière. Et pour ce qui est de notre région, c'était cette idée de construire des politiques publiques au plus près des professionnels, considérant que ce sont eux qui savent encore le mieux, évidemment, ce que sont leurs difficultés. Et donc, là aussi, il y a eu d'ailleurs des évolutions. Chaque contrat de filière s'appuie d'abord sur une concertation. Elle a été d'ailleurs assez dense, importante et très territorialisée pour le contrat que nous venons de signer. Et il y a toujours une réflexion sur la manière dont on fait perdurer ce dialogue avec les professionnels. On s'appuie évidemment avec les réseaux professionnels. Je pense à l'AENA, je pense à la LINA pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, etc. Et également, on s'est rendu compte d'ailleurs lors de la dernière concertation que l'interconnaissance entre les maillons de la chaîne méritait aussi d'être encore mieux développée. C'est-à-dire, c'est pas seulement le dialogue des professionnels avec les partenaires publics, c'est aussi le dialogue des différents maillons de la chaîne entre eux. Et plus ça va, plus ces contrats de filière s'élargissent en réalité. Et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres secteurs pour lesquels on a des contrats. Et l'objectif, il est de ne pas seulement s'arrêter effectivement à des dispositifs ou des aides directes, mais aussi de bien intégrer tout ce qu'a pu décrire d'ailleurs Arnaud tout à l'heure sur l'accompagnement et ce qui n'est pas forcément de l'aide directe. Et je parle évidemment du travail aussi de l'agence, du livre et du cinéma, et jusqu'à des dispositifs qu'on va porter en propre, par exemple la région soutien des manifestations. Évidemment, c'est un endroit important aussi dans tout ce travail dans le secteur du livre. Et donc, comment on arrive à avoir une vision globale et cohérente et de faire converger aussi les politiques que l'on mène ensemble ou seul. Mais bon, en Nouvelle-Aquitaine, on a contractualisé à peu près tous les secteurs, sauf le spectacle vivant parce que c'est encore différent, mais on a des contrats sur le livre, sur la musique, et on en a sur le cinéma, etc. Donc c'est aussi intéressant des fois de comparer là où les partenaires interviennent ou non. Et pour revenir sur le CNL et la région et comment les choses se sont réparties. Si je regarde le cinéma, le CNC effectivement soutient des dispositifs dans le cadre du contrat de filière en direction des producteurs de cinéma. Alors on ne peut pas dire qu'un producteur de cinéma est exactement là où les éditeurs sont dans la chaîne, mais on va dire qu'il peut y avoir quand même peut-être des résonances. Et c'est parce que l'état d'esprit de ce contrat de filière, c'était aussi de dire comment on consolide une décentralisation culturelle, j'y reviens, et avec cette idée que pour le secteur du cinéma, être producteur en région, il y a une réalité qui est plus difficile que quand on est en Île-de-France pour
dire ainsi, où il y a une extrême concentration des acteurs avec des effets de réseau très forts et des tours de table entre partenaires financiers pour la production d'un film qui sont peut-être plus simples quand on est à Paris. Je développe pas plus, mais et puis ça mériterait peut-être d'être plus précis. Mais il y a aussi cette idée de comment on soutient des installations, des ancrages territoriaux qui, de par la manière dont est aménagé aujourd'hui le pays, rendent plus difficile pour ces acteurs une économie et une activité. Voilà, c'était juste simplement pour faire un petit détour aussi parce qu'on peut connaître dans les autres contrats de filière. Et donc tout l'enjeu est de caractériser s'il y a ou pas effectivement une difficulté plus grande à être installé en région, en dehors de la région Île-de-France, qui est une région. Si, tout à fait. L'ouverture, le pas de côté, qui consiste à regarder comment fonctionnent d'autres filières et comment s'organisent les dispositifs dans ces autres filières, c'est toujours intéressant. Je ne sais pas si on aura le temps véritablement de parler de l'aide à la promotion que construit actuellement le CNL, et en tout cas qui intègre cette dimension de temps long, avec un accompagnement à travers une contractualisation sur 3 ans. Mais avant, si on a un petit peu de temps, on en parlera bien sûr, mais est-ce que Sophie, Arnaud, vous auriez des choses à apporter à ce qui vient d'être dit, et peut-être simplement faire état de votre perception, de dire là où il y aurait des points d'amélioration dans ces articulations, dans ces développements, dans ces applications du contrat de filière. Voilà, c'est important de le dire ici aujourd'hui. Peut-être juste redire, comme on a énormément parlé du mot contrat de filière, redire que ces documents, en tout cas pour ce qui concerne la région, sont votés par l'exécutif régional, comme tous les soutiens, et sont à votre disposition, en fait. Redire qu'il y a une vraie transparence de l'accès à ce type de documents là qu'on cite et qui semble sûrement un peu désincarné, etc. Mais vous redire que vous avez, en tant que citoyen, le droit à l'accès à l'information de ce type de documents, et n'hésitez pas à solliciter, que ce soit via les agences ou les régions directement, pour avoir le contrat de filière de votre région, le lire, l'éplucher, nous faire des retours. Un contrat de filière, c'est un document qui fait à peu près 5 pages, qui est un Word transformé en PDF, signé par les 3 personnes. La région, la DRAC, le CNL, selon les régions, se sont mis d'accord sur 2-3 objectifs partagés, qui sont des consensus assez généraux, hein, l'accès à la culture, l'aménagement du territoire, l'écologie. Enfin, voilà. Les contrats de filière, on ne réinvente pas l'eau chaude, en fait. On s'écrit ensemble ce à quoi on croit. Voilà. Mais il n'y a rien de très... c'est extrêmement concret. Et ces documents, voilà, vous y avez accès comme tout citoyen, et également toutes les aides votées par la région sont absolument pas accessibles sur les sites des conseils régionaux, mais le sont en vrai, et vous pouvez tout à fait demander à avoir de savoir quels éditeurs dans votre région sont soutenus pour quel projet, à combien. Je voulais le redire parce que là, on parle des aides, mais aussi redire que ces aides, et je me permets, je crois que pour le CNL, c'est aussi vrai, sont accessibles. Voilà, donc n'hésitez pas à les demander. C'est une transparence de l'utilisation de l'argent public. Sur l'articulation, peut-être que je peux donner un peu un côté vie ma vie du dossier de subvention concret, comme ça on verra ce que c'est l'articulation, parce que c'est aussi un mot, l'articulation c'est aussi des consensus et des compromis, et se mettre d'accord, c'est-à-dire que quand l'éditeur vaillant dépose un dossier de subvention, en fait comme disait Arnaud, c'est un seul dossier, et il est étudié ensemble. L'articulation, c'est déjà être ensemble au même moment autour de la table ou en visio pour regarder le même dossier ensemble. Voilà. C'est ça déjà la première base de l'articulation, c'est croiser nos expertises, nos visions, notre lecture des dossiers, et c'est une lecture absolument pas subjective, une lecture économique, d'analyse, de compte de résultats, de bilan, de dialogue avec des libraires, etc. Et de mettre en partage au même moment ces analyses. Voilà, c'est ça pour moi déjà le premier niveau peut-être à expliquer d'articulation. C'est ce partage.
c'est élargi souvent à des comités d'experts. Expert, le mot, il est un peu tartampion aussi, mais en tout cas, ce sont des professionnels du livre représentatifs de la filière avec une analyse dans un sens d'intelligence collective. Je crois aussi que le sens des contrats de filière, c'est à plusieurs autour de la table, on est normalement un peu plus intelligent, voilà, et un peu plus nourri des expertises, que ce soit du CNL, des DRAC ou des régions, de ça. Et ensuite, la décision, elle est prise ensemble. En tout cas, au niveau de la région Grand Est, on a absolument tenu à être sur la même longueur d'onde que la DRAC, en fait, et vice-versa. C'est-à-dire, si on soutient un dossier, on y va ensemble. Et c'est ça l'articulation. C'est croire ensemble à un projet. Et un éditeur demande 6 000 € pour un bouquin, et ben nous, c'est très clair, c'est 3 000, 3 000. On y va ensemble, et on dit souvent en Grand Est, nous, il y a aussi des preuves d'amour. Et ce n'est pas une articulation symbolique, c'est une articulation qui va jusqu'à un engagement financier partagé. C'est-à-dire, on soutient ce livre pour X raisons, on le soutient à deux. Merci, merci. Arnaud, et là, on m'invite, et c'est ce que de toute façon j'allais faire, à accélérer un peu. On avait 1h10, on a déjà dépassé. Ah, on a commencé à 10, me dit-on à ma gauche. Peut-être très rapidement, voilà. Non, très rapidement, et puis ça ouvrira peut-être un échange avec la salle. Ouais. Mais pour dire que je vais dans le même sens et que je ne me reconnais pas dans l'expression billard à 3 bandes, parce que je crois qu'aussi bien politiquement que techniquement, on n'aurait rien à y gagner si on ne pensait pas qu'on faisait et qu'on fait levier pour la filière mieux ensemble qu'indépendamment. Et Sophie vient de le dire parfaitement. Maintenant, s'il y a des choses à améliorer, moi je pense que c'est dans la concertation sur laquelle on mène un travail de développement de la manière dont on travaille avec vous sur ces règlements dans le cadre des contrats de filière et sur la manière dont ça peut faire levier. On a mis en place une concertation, Charline l'évoquait, longue, épuisante pour les professionnels de la région tout autant que pour nous, mais avec l'idée d'adapter très concrètement les dispositifs sur des points qui vous concernent et vous intéressent au quotidien mais dont on n'est parfois pas très proche, du type dans nos règlements l'informatique n'était possible que sous forme d'investissement avec l'achat d'un logiciel. Aujourd'hui un logiciel ça ne s'achète plus, ce sont des abonnements. Donc comment est-ce qu'on fait évoluer ça ensemble pour être très concret? Par ailleurs, comment est-ce qu'on pense de nouveaux dispositifs? Alors en l'occurrence des dispositifs collectifs et interpro. On en a mis en place un nouveau et je tiens à souligner qu'on l'a largement écrit en regardant au-dessus de notre épaule sur ce qui s'était fait en Grand Est, parce qu'il y a aussi cette dimension d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et cette intelligence collective qui joue. Et donc pour nous, d'essayer de maintenir au maximum l'aide individuelle qu'on apporte aux éditeurs indépendants et par ailleurs développer de nouveaux dispositifs qui leur sont accessibles via des projets collectifs, via des projets interprofessionnels qui répondent à beaucoup de choses dont on a parlé pendant ces 2 jours d'assises, il me semble. C'est la manière dont on voit aussi l'avenir et l'évolution. Bien, le temps file, comme Chronos dévorant ses enfants. Donc peut-être on avait envisagé d'aborder un point sur les prospectives, mais peut-être finalement les prospectives elles peuvent venir de la salle dans des réactions ou des idées, des propositions. On se donne 10 petites minutes maximum, donc des réponses, des questions courtes et des réponses courtes s'il vous plaît. Bonjour, oui, plutôt des questions. En fait, je pense qu'on a bien compris toutes ces histoires d'articulation. Enfin, c'est intéressant d'avoir une vue comme ça d'ensemble de chaque structure, chaque partie. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des éléments un peu plus concrets, justement par exemple par rapport au contrat de filière, sur les chiffres, sur la répartition entre les uns et les autres, quels sont vos critères? Parce qu'il y a évidemment les critères qu'on peut trouver en ligne sur les différents sites, mais j'imagine qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites et qui entrent en jeu. Et en plus, je pense qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à l'année dernière, puisqu'évidemment, il y a eu ce contrat un peu plus globalisé, et qu'il y avait aussi, auparavant, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, il y avait plusieurs commissions au cours de l'année. Là, si j'ai bien compris, il n'y en a plus qu'une seule. Donc voilà, si vous pouvez nous donner comme ça des détails un peu plus concrets, un peu plus parlants.
Je veux bien répondre rapidement pour la Nouvelle-Aquitaine. On n'est pas rentré dans le détail, évidemment, parce que les contrats et les règlements étant différents d'une région à l'autre, ce n'est pas le lieu pour les exposer dans le détail, mais tout est disponible. Deux choses. La première, c'est que dans le cadre de cette concertation, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est une journée annuelle du contrat de filière qui nous permettra de rendre compte, très publiquement, en invitant l'ensemble des acteurs, des montants qui ont été dépensés l'année précédente, dans un souci de transparence, mais peut-être plus que de transparence, de les mettre en discussion ensemble dans une volonté de co-construire l'avenir et de ne pas être dans une concertation une fois tous les 3 ou 4 ans, mais un peu plus permanente. Donc ça, c'est déjà une première chose. Sur des chiffres, le contrat de filière, si on prend l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, pour avoir un exemple, c'est sur l'édition, environ 600 000 euros qui sont versés en aide directement aux éditeurs de la région, qui sont donc des crédits région essentiellement, puisque la région est seule sur les dispositifs d'aide à la publication sur lesquels on n'intervient pas, comme je le disais, en articulation avec le CNL, et donc 600 000 euros DRAC région sur le contrat de filière Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai les chiffres du CNL aussi. Si on ajoute le CNL, on est à plus de 900 000 euros d'aide à l'édition qui sont apportés dans le cadre de ces aides qui sont représentées, de ces acteurs qui sont représentés devant vous. Et un petit élément comparatif, je me suis amusé quand même parce qu'on entend très souvent que les libraires sont beaucoup plus aidés que les éditeurs. C'est environ un tout petit peu moins de 800 000 euros pour les libraires si on cumule ces trois montants, contrat de filière et CNL hors contrat de filière. Donc voilà pour avoir une perspective un peu comparatiste sur une région comme la Nouvelle-Aquitaine, ce que ça donne en termes de chiffres. Alors, moi je vais répondre à une question qui n'a pas été posée. Mais je tenais quand même, enfin moi il me semble que ce qui est aussi très important, même peut-être le plus important là maintenant, c'est de faire de la prospective. Donc une table ronde dans 2 ans exclusivement consacrée à la prospective des politiques publiques. Je voulais simplement dire qu'il y a énormément de sources d'inspiration. Ça a beaucoup percé là dans différentes tables rondes. Vous n'êtes pas seul. Il y a des tas d'autres domaines où en fait on est confronté aux mêmes problématiques, c'est-à-dire des acteurs éparpillés, isolés, fragiles, face à d'autres acteurs beaucoup plus importants, mieux organisés, qui ont une force de frappe plus grande. Donc on a parlé de la mode, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de la presse, ça me semble extrêmement important. Notamment sur tous les dispositifs d'aide à la presse. Donc je remercie Thierry Tissipolo, je crois qu'il est parti, d'avoir cité ça. Je tiens vraiment à ce qu'on y réfléchisse ensemble, parce que les dispositifs d'aide à la presse indépendante du ministère de la Culture sont extrêmement puissants. Allez regarder, vous verrez, mais le nombre de situations comparables, c'est absolument formidable. Donc je pense qu'il faut qu'on avance sur 3 pieds en même temps. C'est à la fois les pratiques qui sont soutenues par les pouvoirs publics d'une manière ou d'une autre, d'échanges, de collaboration, etc. Il y a tout ce qui concerne les chartes, les labels, très important, question au CNL. Il y a un label pour la librairie indépendante de référencement qui a donné lieu à beaucoup de variantes, mais en tout cas, pourquoi pas un label sur l'édition, voilà. Et puis, il y a le domaine de la loi, où là, on peut aussi essayer de faire des progrès. Donc, j'avais une liste de 3 pages, je ne vais pas pouvoir le faire, notamment sur le, je veux dire, plutôt que de se battre contre des financements existants, là, ce qu'on attend aussi nous tous, c'est d'être pour, d'avoir des forces de proposition. Donc moi, je me bats pour que le CNL soit beaucoup plus... et des financements beaucoup plus larges, 20 millions contre 800 000 pour le CNC, donc pourquoi pas une taxe, mon Dieu, ce n'est pas un gros mot, sur les livres. Il y a 400 millions d'exemplaires vendus en France, si on mettait 10 centimes, ça ferait 40 millions. Enfin voilà, si vous voulez, il y a en fait des idées, vous en avez plein, moi j'en ai rajouté plein au fur et à mesure de ces assises, et je pense vraiment qu'il faut se mettre en route, peut-être au sein de commissions, mais voilà, c'est ce que j'appelle de mes voeux, on a beaucoup de forces à mettre ensemble. Je crois, malheureusement, J'en ai une seule. Une seule, vas-y, oui, Anaïs. Merci. Donc Anaïs Massa, je suis libraire. En fait, ça m'intrigue depuis le début. Votre parole, Charline, vous avez parlé de la loi NOTRe. Donc c'est un peu en lien avec les Pays de Loire. Il me semble que dans la loi NOTRe, il y a la question des droits culturels. Est-ce que ça n'oblige pas, pour le coup, quand même, la région ou les collectivités à faire respecter cette loi ? Et est-ce que du coup, est-ce que c'est un levier qu'on peut essayer d'utiliser au niveau législatif pour empêcher ces coupes budgétaires avec cette obligation du respect des droits culturels ?
Alors là, j'ai peur que ce soit en dehors de mon champ de compétences et que certainement des juristes seraient bien plus en capacité à vous répondre. En fait, après, la situation sur région Pays de Loire, c'est que il y a encore des opérateurs culturels qui sont soutenus. C'est pas un arrêt complet de la politique culturelle, même c'est 75%. Je crois que l'opéra continue à avoir. Après, moi, je suis. Pardon, mais je suis vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, donc comment dire, c'est peut-être à la région Pays de Loire qu'il faut poser la question, parce que je ne vais pas parler pour une autre région. Hein. Mais donc pour revenir, je pense qu'après, la difficulté, elle est l'étendue d'une politique culturelle. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire les moyens mis, les pourcentages budgétaires mis dans le cadre d'un budget régional, etc. Ça, je pense que c'est difficile en fait à attaquer. Après, j'avoue que ça, c'est plutôt une question pour des juristes de ce point de vue-là. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Moi, je voulais remercier nos intervenants avec une mention particulière pour Charline Claveau, puisque c'est cette région qui nous accueille aujourd'hui. Et juste rappeler comme ça un petit clin d'œil, il y a exactement 12 ans de cela, entraîné par un conseiller régional de notre région Nord-Pas-de-Calais, nous étions amenés ici à Bordeaux pour voir ce qui s'y passait sur le champ de l'édition, au moment même où était signé le contrat de filière et où se construisait la Mecca dans laquelle nous avons passé cette si belle soirée d'ouverture. Donc c'est pour dire à quel point la région Nouvelle-Aquitaine, en tout cas à mes yeux, m'est toujours apparue comme la région de référence. Voilà, merci.